Cette vidéo est une présentation de la boutique Somerset et Café Shop. Hey, salut tout le monde, ici Vincent et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente en fait un récapitulatif du Jab jeu au bout en fait que Yannick et moi on est allés en fin de semaine passée. On veut vous faire un topo de nos meilleurs jeux puis vous présenter d'autres petites nouveautés que nous on a testées à travers cette fin de semaine-là. Et restez des nôtres jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous présente le gagnant du jeu Finspan en plus d'une interview avec Fanny, l'organisatrice du Jab. Donc on vous revient après le générique. Alors Yannick, tu sais le Jab en fait, moi c'était la première fois que j'y allais. En fait, tu me convertis en fait avec le Delirium ludique la première fois que j'étais allé. Le défunt Delirium. Oui, défunt Delirium et grâce à ça, j'ai été au Jab. J'ai beaucoup aimé ma première expérience et qui dit événement dit tester une panoplie de jeux auxquels on n'a pas joué. Et moi, ça me fait rire parce qu'à chaque événement comme ça, tu t'apportes une panoplie de jeux comme si tu déménageais pour les 2 prochains mois, mais au final, tu vas t'avoir servi. Tant que j'ai la place dans la voiture, je load. J'ai jamais vu quelqu'un d'autant loadé. T'es plus loadé qu'une fille qui part pour une semaine de vacances. Il y a qu'on part 3 semaines. Mais bref, fait que ça nous donne l'occasion d'essayer plein de jeux auxquels on n'a pas eu la chance, qu'on n'a pas la chance de jouer ou que ça a piqué notre curiosité, mais on l'a pas dans notre ludothèque. Et dans ces jeux-là, on va vous faire un petit top 3. Et tu commencerais, Yannick, avec quoi? Donc j'ai eu la chance d'y aller les 2 fins de semaine, parce que j'étais en vacances pendant cette période-là. Donc j'ai fait 8 jours de jeux de société, épuisants, parce qu'au Jab on joue jusqu'à pas d'heure. Et donc ça m'a permis de jouer à 36 jeux, donc 36 parties différentes de 27 jeux différents. Et sur ces 27 jeux, j'en ai découvert 15, donc 15 jeux auxquels je n'avais pas joué. Et donc j'ai eu quelques coups de cœur, donc on va y aller avec nos 3 préférés. Ouais. Là. Ça a été difficile parce que il y a des jeux auxquels j'ai joué, puis je les mets dans mon top 3, bah, c'est toujours pareil avec les tops, là, c'est toujours difficile de choisir. Je l'ai divisé en 2 catégories, gros jeux, petits jeux. Dans mes gros jeux, il y a 2 jeux qui pourrissaient dans ma ludothèque, qui prenaient la poussière depuis un moment, auxquels je n'avais jamais joué. Et le premier, c'est Anachronie. Oui. Thématique que j'affectionne, science-fiction. Donc on va aller, on représente un peuple en fait, et puis on sait que à tel instant, donc au milieu de partie, il y a une météorite qui va arriver, puis qui va détruire absolument tout sur son passage. Donc nous, notre but, c'est de préparer notre voyage pour quitter la Terre. Et puis, pour préparer ce voyage, il va falloir aller chercher des ressources. Et on a une machine à voyage dans le temps. Et puis, on va pouvoir aller récupérer des ressources dans le futur, emprunter ces ressources, les utiliser pour notre compte. Sachant que si on va dans le futur aller chercher des ressources, c'est important d'aller les rembourser. Parce que si on déplace en fait les choses, on crée un paradoxe, et puis ce paradoxe-là va nous coûter des points. Donc, tu sais, l'image des voyages dans le temps avec les paradoxes temporels, comme on peut voir, ceux qui ont vu The Umbrella Academy, ils savent un petit peu de quoi je parle. Une excellente série au passage. Donc, là, c'est le principe d'Anachronie. On a joué, la partie était quand même très longue, on était 3 nouveaux joueurs sur les 4, mais écoute, j'ai adoré. Adoré, c'est sûr qu'on va y rejouer, puis je sais que tu n'y as pas encore joué, puis il va falloir qu'on se fasse une partie, tu vas triper aussi, c'est sûr. Le deuxième jeu auquel j'ai joué et qui pourrissait dans ma ludothèque encore, c'est Brass Birmingham. Et maintenant je sais pourquoi il se classe toujours dans les tops premiers de BGG. Un excellent jeu, mais vraiment thématique anglaise, industrielle, donc le développement de l'industrie en Angleterre. On va devoir développer dans un premier temps des chemins de fer pour pouvoir déplacer nos marchandises, construire des bâtiments. Il y a aussi
pouvoir vendre, troquer de la bière aussi. Donc ça c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, la bière. Puis dans la deuxième phase, on va aussi développer les canaux. Donc les chemins vont se faire par les canaux. On va laisser les chemins de fer ou inversement, je ne sais plus. J'ai joué juste une fois. Mais écoute, vraiment formidable. Donc on va développer notre petite industrie de notre côté. Et puis on va faire des coups bas à nos adversaires aussi. Écoute, j'ai adoré Brass Birmingham. Et puis c'est sûr, je vais y rejouer aussi. Maintenant que j'y ai joué une fois, je vais plus pouvoir m'en passer. Mon dernier gros jeu, mais quand même moins lourd que Anachronie et Brass, ça a été Wondrous Creatures. Ouais. On y a joué ensemble. Et puis j'ai adoré, un beau jeu, bien coloré comme tu les aimes. On va incarner un personnage qui arrive sur une île fantastique avec des animaux fantastiques. On va chevaucher, notre capitaine va chevaucher un de ces animaux fantastiques pour aller récupérer des ressources sur l'île pour pouvoir acheter des cartes. Puis avec ces cartes, on va pouvoir les poser dans notre zone de jeu, faire un tableau de cartes et puis réaliser des combos pour faire des points. Puis celui qui aura le plus de points va avoir gagné. Un super beau jeu qui réinvente pas la roue. Hein. C'est un jeu où on va ramasser des cartes et puis avec ces cartes-là, on va réaliser des combos. Enfin, ça réinvente pas la roue comme je disais, mais il est très agréable à jouer. Donc ça c'est pour ma partie gros jeu. Je vais te laisser ta partie gros jeu à toi, Vincent. Gros jeu, gros jeu. On s'entend, j'en ai essayé des moins gros que toi, mais j'avais un jeu qui m'avait piqué ma curiosité, je le trouvais très coloré, c'était Video Game Champion qu'on a eu la chance d'essayer. Avant qu'on l'essaye ensemble, moi je l'avais essayé. Yannick, vous avez fait un parallèle avec quand on est dans ces événements-là, on se couche quand même très tard. À pas d'heure. Je l'ai testé à pas d'heure parce que j'ai essayé ce jeu-là à 4-5 heures du matin. J'étais un petit peu fatigué, donc je me suis permis de le réessayer le lendemain avec Yannick aussi, que j'étais beaucoup plus réveillé. Un excellent jeu où on incarne en fait un enfant en quête de fausses promesses pour avoir des jeux vidéo à la location ou à l'achat. Et on essaye de gamer, passer à travers ces jeux-là pour faire un maximum de points. Tu peux aller l'en louer à la boutique, tu peux faire des fausses promesses à tes parents pour que tes parents t'achètent un jeu vidéo pour l'avoir proche de ton plateau personnel pour y faire les points. Et la façon de faire les points est assez particulière. Le graphisme des cartes représente les jeux vidéo des années... Des vieux jeux qui n'existent pas en réalité, mais sur la thématique des années 80, donc moi ça vient me chercher, c'est mon époque. C'est des vieux jeux et tu dois faire en fait des séquences avec des nombres et certaines couleurs qui sont représentées sur les cartes vidéo. Soit exemple avoir une suite, exemple 1, 2, 3, 4 de n'importe quelle couleur ou d'une couleur X ou fait que tu essaies de ramasser en fait là, des tuiles avec les chiffres numérotés de la couleur demandée et lorsque tu les as assemblés, tu vas pouvoir jouer à ton jeu vidéo, passer au travers et faire les points. Tu peux, si tu n'as pas la séquence demandée par le jeu vidéo, tu peux y jouer de façon temporaire, comme faire une sauvegarde. Fait qu'après ça, quand tu vas vouloir y rejouer, tu vas pouvoir en fait avoir un joker qui te permet d'avancer plus rapidement ton jeu. Tu as déjà joué au jeu, donc il est plus facile, s'il est moins compliqué à faire. C'est ça. Vraiment, la thématique est hyper présente. Vraiment. C'est vraiment, on est dedans là, on est vraiment dedans là. Tu peux réserver des jeux pour les bloquer pour pas que quelqu'un aille dessus pour... donc, tu ramasses des tuiles, tu essaies de faire la séquence de tes jeux vidéo, tu ramasses des sous, tu peux acheter aussi des revues en fait là, de jeux vidéo qui te permettent de te donner des bonus. Tu lis un magazine, donc tu as des trucs pour jouer à ton jeu vidéo, donc ça te facilite les choses. Je vous dis, la thématique, elle est vraiment très présente, puis tout s'emboîte bien l'un dans l'autre, donc c'est vraiment un super bon jeu. Le matériel, j'ai trouvé très bien aussi, là, les très belles illustrations avec des petits cristaux, toutes les petits meeples en bois, tout bien dessiné. Bref, un super beau jeu. Donc, Video Game Champion, pour ceux qui ne l'ont pas essayé, allez essayer ça, ça vaut vraiment le détour. Pour mon deuxième jeu, j'avais Wondrous Creature que tu as parlé. En fait, c'est ça, on incarne des animaux fantastiques, on débarque sur une île, on place nos animaux en fait d'une certaine façon, on récupère des ressources. Les ressources, ils font référence là, à 5 couleurs, mauve, jaune, rouge, bleu, bref, on a 5 couleurs. Tu ramasses des œufs aussi. Tu ramasses des œufs pour avoir des bonus, des œufs de créatures. Chaque œuf que tu ramasses te donne des bonus. Les ressources que tu ramasses avec tes animaux te permet d'augmenter en fait ce type de ressources-là pour te permettre d'activer des cartes. Parce que quand tu places tes animaux, soit que tu récupères les ressources ou tu peux aller acheter en fait des cartes de la couleur avec laquelle que ton animal est
placées de façon adjacente. Et lorsque tu as ces cartes-là, tu vas pouvoir les activer en payant les ressources. Donc, tu vas te monter tranquillement, pas vite, un tableau de cartes ou qu'il y a des cartes qui ont des bonus instantanés, d'autres que tu vas activer selon certaines conditions, d'autres que tu vas activer à la fin de ton tour. Bref, tu essaies de comboter tout ça et de faire un maximum de points. J'ai beaucoup aimé la thématique. Tu sais, des fois, animaux, forêt, ça me parle un peu moins. Ouais, là, mais celle-là, là, on est créatures fantastiques. Moi, ça me parle. Fait que belle thématique, mécanique de jeu. Non, effectivement, on réinvente pas la roue, mais tout se combo merveilleusement bien. Placement d'ouvriers, combo de cartes, placer son tableau de cartes. Bref, toutes des mécaniques que les gens connaissent déjà, mais qui s'imbriquent très bien l'une dans l'autre. Et tu essaies de comboter tout ça. Moi, tu sais que j'adore les combos de points, là, surtout quand je comprends. Ça te fait pas penser à From the Moon un petit peu? Oui, bon, on reviendra pas là-dessus. Là. Et le dernier jeu, en fait, que je vais vous parler, c'est Skyrise. Oui, Ouais, Skyrise, belle découverte. Une très belle découverte. Ça fait un petit bout qui est sorti. On a essayé la version retail, en fait, une très belle version, quoique ça n'accote pas. Ceux qui ont la version de luxe là, pourront le dire eux autres mêmes. Là, la version de luxe est... C'est wow. Sur la table, c'est wow. Exceptionnel. Là, plateau bombé en 3D, toutes tes mini-sculptures, toutes détaillées. Mais bref, Skyrise, où c'est un jeu, en fait, d'enchères avec tes bâtiments. On a chacun une faction, des bâtiments tous différents et sur chaque bâtiment, il y a un chiffre qui représente en fait ta mise. Donc, tu vas essayer de placer ton bâtiment, les autres vont réenchérir jusqu'à temps que quelqu'un gagne l'enchère et tu vas pouvoir placer ton bâtiment sur le dit territoire que tu veux conquérir. Et chaque couleur, en fait, à force d'agencer tes couleurs, ça va donner de plus en plus de bonus, en fait, avec tes bâtiments que tu places. Donc, c'est super important de faire attention. Tu sais, moi, j'ai été un petit peu trop agressif. J'ai sorti tout de suite mes gros bâtiments avec des gros chiffres et vers le milieu, fin de partie, ben ça m'a bloqué. Ça m'a mis au ralenti. Est-ce que le jeu est compliqué? Non, c'est quand même très simple. Après un tour de jeu, là, quand un ou deux tours de jeu, quand tu as fait tes enchères, tu sais où t'en aller, où comboter tes affaires, mais une super belle production. Fait que, est-ce que c'est nécessaire la version Kickstarter? Oui. oui, ben à cause de, c'est vraiment une très belle magnifique version, mais la version retail est quand même belle, est quand même très belle, mais Skyrise est vraiment une très belle découverte pour moi, pour nous, je pense pour nous, c'est une très belle découverte que Yannick a encore acheté dans sa ludothèque, prise 147. C'est ça. Donc, on a essayé d'autres jeux, si tu veux parler des petits jeux aussi. Oui, écoute, une très belle découverte d'un jeu qui m'attirait pas, c'est The Gang. Oui, un petit jeu de poker, genre poker inversé. Donc, c'est le même principe, Texas Hold'em. On a 2 cartes en main qui vont être la base du jeu. On fait des flips jusqu'à 5 cartes, puis avec ce flip-là, on va faire notre main de poker. Et le but du jeu, ça va être de savoir qui a la meilleure main, en fait. Donc, il y a un système de jetons de poker. On va prendre le jeton numéro 1 si on pense qu'on a la meilleure main. Si notre partenaire pense que lui a la meilleure main, il va nous le prendre, etc. Jusqu'à ce qu'on se mette d'accord. Ça joue jusqu'à 6, donc il peut y avoir jusqu'à 6 jetons. Et puis, quand tout le monde a son jeton, on révèle nos mains. Donc, le jeton numéro 1 va révéler sa main. S'il a la meilleure main, effectivement, on passe. En fait, on va passer au numéro 2. Meilleure main ou pas, on passe au numéro 2. Si le numéro 2 a une main moins bonne, on va passer au numéro 3, etc. Puis, si tout le monde a respecté l'ordre de sa main, on gagne. Et puis, on va gagner un braquage, puisqu'on représente des braqueurs de banque. Donc on réalise un braquage, puis si on réalise jusqu'à 3 braquages, donc en 3 tours de jeu, on a gagné la partie. Si on a un qui n'a pas la bonne main au bon endroit, on perd le tour, et puis là, on réveille la police, et puis on dévoile une petite sirène. S'il y a 3 sirènes, on a perdu la partie. Donc c'est un jeu, c'est très addictif. T'enchaînes les parties, puis une fois que, même si tu as perdu, ah non, on recommence ça. C'est vraiment... si tu veux vraiment l'avoir, puis c'est pas évident, il est quand même difficile le jeu, c'est pas facile, si tu recommences. Si tu y vas surtout à son maximum, plus que ça devient compliqué. Puis je pense qu'à force de jouer,
on finit par se connaître un peu mieux, fait que ça devient plus facile, mais ça reste que même dans le plus facile, c'est quand même très dur. On n'a pas gagné une partie, on va se le dire. Là. Non, on n'a pas gagné une seule. Beaucoup de fun, par exemple. Ouais, le plus proche qu'on s'est rendu, je pense que c'est 2 braquages. Puis moi, ce que je trouve drôle, il y en a qui la trouvent moins drôle, cette partie-là, c'est quand on prend un jeton. Parce que, tu sais, quand tout le monde a un jeton pour savoir où se situe notre main, on passe au prochain round. Mais souvent, on est sûr qu'on a la 3e main, exemple, la plus forte. Ben là, tu vas aller voter le jeton. Là, l'autre, il veut t'ostiner, tu reprends le jeton. Fait que là, ben, tu prends les jetons. Puis là, ben, on se picasse de même. Il y en a qui prennent ça plus au sérieux, d'autres qui prennent ça pour le plaisir. Mais tu sais, cette mécanique-là de s'ostiner pour les jetons, ça met une belle ambiance alentour de la table. Puis vraiment très plaisant comme jeu. Là. Un deuxième petit jeu que j'ai bien aimé, je fais juste une partie, c'est un jeu qui se joue en équipe 2 contre 2. Je ne sais pas s'il joue à 3 contre 3 ou etc. Mais il me semble que c'est 2 contre 2 seulement. C'est Yokai Septet. Donc un petit jeu... la personne, je crois qu'il n'est pas disponible ici au Québec. Il me semble qu'il y a une disponibilité en Europe. Mais il me semble que la personne qui l'avait fait venir du Japon directement. Et un très beau jeu de cartes où on va avec son partenaire, pour ceux qui connaissent le principe de la belote, ben on joue avec son partenaire. Au début de la partie, on va échanger 3 cartes. Et le but, c'est ensemble d'aller ramener les 7, je dirais, c'est pas des chakras, mais c'est des symboles. Et si on ramasse ces 7 jusqu'à ces 7 symboles-là, ben, on va gagner la manche. Et puis, si on n'arrive pas à les avoir, ben, on perd. Puis, c'est nos adversaires qui vont gagner. Donc, j'ai beaucoup aimé ce petit jeu. J'ai joué juste une seule fois, malheureusement. Mais moi, j'aime bien les jeux de cartes. Donc, un jeu auquel j'aimerais rejouer. Et le dernier petit jeu, c'est 7 pièces pour un château. Oui. Donc, un petit jeu très, pas addictif, je dirais, mais... très agréable, beaucoup de plaisir, un petit peu casse-tête. En fait, on a un petit rack sur lequel on va mettre des tuiles de château. Et ces tuiles de château, on va devoir les placer sur notre château pour faire grandir notre château. Donc plus notre château va être haut, plus ça va nous rapporter de points. La première ligne de base ne nous rapporte aucun point. Et au fur et à mesure, on va placer des tuiles. Si je place des 2 tuiles, par exemple avec un 5 et un 6, l'une à côté de l'autre, ben la tuile que je vais devoir placer au milieu, qui est encavé un petit peu, la tuile que je vais devoir placer au-dessus et entre ces 2 tuiles, elle doit avoir le chiffre 11. 6 et 5, ça fait 11. Donc on va monter progressivement notre château. La deuxième ligne nous rapporte 2 points, troisième 3 points, etc., etc. Puis il y a des tuiles avec des petits diamants dessus qui vont nous rapporter des points supplémentaires. Il y a des tuiles avec des personnages. Donc quand on va sur la piste avancer, on va pouvoir prendre une pièce. Le but, c'est d'avoir ces 7 pièces d'or là, pas 7 pièces de château, mais 7 pièces d'or. Elle va nous donner un petit bonus. Par exemple, celui qui a le plus de portes dans son château va pouvoir piger 2 cartes. Donc il y a des tuiles avec des portes. Si on pose des tuiles avec des portes, ça va nous rapporter ce bonus-là, etc., etc. Donc plus on monte, plus on va faire de points. C'est sûr que plus on est haut, plus les points vont être élevés. Et donc celui qui, à la fin de la partie, aura ramassé les 7 pièces, le premier qui a les 7 pièces a gagné. On ne compte pas les points, il n'y a pas de points à compter. C'est le premier qui a les 7 pièces. Puis là aussi, en additionnant, en fait, si jamais tu n'as pas le chiffre, tu peux te défausser en fait d'une tuile pour faire plus ou moins le chiffre, ce qui permet de t'aider. Mais je pense que qu'est-ce qui arrive, c'est que vu qu'au début, tu sais comme pas trop comment jouer, tu places tes tuiles, puis là, ben, dans ce jeu-là, tu vas t'auto-bloquer tout seul. Oui, ça arrive. Surtout les premières parties. Là, j'aurais pas dû mettre ça là, je suis bloqué maintenant. Puis, tu sais, quand j'avais joué, j'étais ça va sûrement donner un beau château, un peu comme dans Middle Ages. Là. Oui, là, finalement, en passant, en déposant mes tuiles, là, j'ai regardé mon château, j'étais mon Dieu que c'est lettre. Mon Dieu qu'il est lettre, mon château. Ça fait pas des beaux châteaux. Il était tout croche. Mais bref, tout ça, c'est pour comboter nos affaires et essayer de faire un maximum de points. Mais ça a été un super jeu que j'ai bien aimé aussi. De mon côté, là, comme Yannick a dit, on a parlé de gang. Pour mes autres petits jeux, j'avais Chronologique. Jeu d'enquête et de déduction, en fait, que j'ai essayé avec... ta conjointe. J'appelle ça un clou nouvelle génération. Je sais la version Paris 1920. Il y a 2 autres versions là, qui s'en viennent. Là. Il y en a une qui s'en vient prochainement, puis l'autre en 2026. Mais bref, on est des enquêteurs et nous, dans le scénario qu'on avait essayé, parce que dans ce jeu-là, il y a 15 scénarios. Dans le fond, la boîte 1, qui en a 5 dedans, 2, 5, 3, 5, puis ça va en difficulté grandissante. Et nous, le scénario qu'on avait essayé, c'est, dans notre enquête, il fallait trouver le personnage qui, à chaque fois que s'était déplacé, était toujours seul dans une pièce. Donc, on a les personnages d'un bar avec
avec un temps. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe au temps 1, 2 et jusqu'à 6 et un personnage et tu as les pièces. Donc, exemple, moi, je veux savoir ce qui s'est passé avec, je sais pas moi, le personnage rouge dans la pièce de danse. Mais sur chaque personnage cartonné, il y a des trous. Donc, tu vas aller prendre la carte de ton lieu et en révélant la carte, tu as une information qui est pour toi et une information que tu dois donner à tous les joueurs. Fait que tout le monde va essayer de progresser et la même affaire. Tu veux savoir, bon, ben, qu'est-ce qui s'est passé, exemple, dans la salle de bal au temps 3? Ben, tu as une information que tu vas avoir seulement toi qui vas connaître, une information que tu vas donner aux autres. Fait que là, avis à ceux qui ne sont pas très organisés sur leur feuille, tu risques de biffer pas mal, et ça risque de devenir un sacré bordel si tu as de la misère à t'organiser. Une grande feuille à 4 si tu veux pour faire des notes. Tu as une feuille pour prendre des notes et tu as un petit plateau qui représente, dans le fond, l'ensemble des pièces du jeu. Donc là, tu essaies de découvrir c'est quoi l'énigme à travers les personnages, les informations. Des fois, tu en oublies, des fois, il faut vraiment être organisé sur sa feuille et à n'importe quel temps, lorsque tu penses que tu as trouvé l'énigme, tu peux faire référence au livret du jeu, regarder la réponse et si jamais tu as une erreur, ben, tu es éliminé, tu peux plus jouer. Donc, tu peux plus parler, tu peux pas rien faire et tu attends que les autres aient découvert l'énigme. J'ai trouvé que c'était une très belle mécanique de jeu. C'est un clou de nouvelle génération. Moi, je pourrais enclencher les parties. En passant, pour cette chronologique-là, il y a 2 autres petites extensions qui sont sorties, mais j'ai vraiment adoré. Toi, je pense que tu es un peu moins jeu d'enquête, mais j'ai trouvé que les tours de jeu, ça allait se passer très très vite, mais c'est quand même un petit casse-tête pour ceux qui sont pas très bien organisés sur leur feuille. Sinon, une excellente découverte pour moi. Sinon, le dernier... On va t'appeler Inspecteur Colombo. Ouais, peut-être. peut-être. Sinon, le dernier petit jeu, c'est un Roll and Write. Que j'avais vu au début du jab, que là j'essayais la dernière journée, c'est Donjon Paper. Oui. En fait, où on incarne 4 héros, là, le barbare, le mage. On a une équipe. C'est ta thématique. On a une équipe de héros, on essaie d'avancer dans le donjon et essayer d'aller battre, de récupérer des trésors, des coffres, de battre des sbires, et pour aller battre des gros monstres aussi. Comment ça fonctionne? C'est ta feuille de donjon et tout va se passer avec les dés. Donc, tu as des dés noirs, tu as des dés blancs qui représentent les faces de tes personnages. Ça peut te permettre de te déplacer, de créer des potions, d'évoluer tes bonhommes. Et le jeu se déroule sur 8 manches. À chaque 3 manches, tu as un boss que tu dois essayer de vaincre pour ramasser un maximum de points. Et au bout des 8 rounds, ben, la personne qui a le plus de points l'emporte. Là, ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que tu peux le jouer jusqu'à 8 et je ne pense pas qu'à 8, on ralentit le jeu tant que ça. Fait que ça va quand même très vite. Tu sais que la personne va brasser le dé et ce pool de dés-là devient commun à chaque personne. Donc, chaque personne va utiliser 3 dés. Même si un joueur utilise un 2, tu peux quand même l'utiliser, mais tu en utilises jusqu'à 3. Et ensuite, avec ces dés-là, dépendamment de ce qu'ils représentent, tu as une section pour évoluer tes personnages. Plus que tu évolues tes personnages, plus que tu vas être fort contre les gros boss à la fin. À la fin des 3 premières manches, tu as un boss. À la fin des 3 autres, tu as un boss, puis un autre boss au lieu des dernières manches. Et chaque boss a moi, j'appelle ça un Némésis, ça veut dire que tu as un guerrier qui va être fort contre ce boss-là. Donc, tu as tout intérêt à évoluer parce qu'il va compter pour le double des points de force pour vaincre ce boss-là. Et dépendamment de la force que tu as, ben, tu vas faire plus ou moins de points et tu vas perdre des points de vie. En sachant que si tu perds trop de points de vie, ben, tu risques d'avoir des malus. Quand tu te promènes dans le donjon, si jamais tu croises des cases, exemple, qu'il y a des diamants, ben, les diamants sont pas numérotés, mais ils ont des lettres dessus. Donc, si jamais tu récupères un diamant, ça te débloque des bonus. Et ce diamant-là n'est plus accessible pour personne dans le donjon. Donc, tu peux plus y avoir accès. Si tu passes dans une case qui a des pièges, ça te cause des blessures. Et tu as des cases aussi avec des potions. Fait que les potions, dans le fond, ça te donne des cœurs supplémentaires. Fait que si jamais tu es blessé dans ton donjon, au lieu de baisser tes points de vie, tu vas descendre les cœurs de tes potions avant de toucher à tes vrais points de vie. Tu as aussi des sbires à travers ton donjon qui ont un certain niveau. Donc, exemple, j'ai un petit orc avec un icône d'épée qui est ton guerrier niveau 4. Mais exemple que ton guerrier est niveau 2, tu peux quand même aller battre le sbire. C'est juste que tu vas perdre des points de vie
après ce combat-là. Et à chaque fois que tu évolues, en fait, ton groupe de héros, ben, ça augmente ton nombre de vies collectif pour le donjon. Donc, tu passes à travers les manches, tu peux aussi acquérir des items avec les deux qui te donnent des bonus, soit pour des sbires, soit pour des potions, soit pour... Bref, tu as une panoplie de bonus, fait que tu essaies de comboter tes dés pour faire un maximum de points, et au bout des 8 manches, ben, la partie est terminée, on compte nos points, et celui qui a le plus de points l'emporte. Fait que une super belle thématique, puis le fait que ça se joue à plusieurs joueurs, le genre de jeu que je sortirais soit début ou fin de veillée, c'est pas tant un casse-tête, mais ça va quand même bien. Un excellent petit jeu. Excellent. Moi, je voulais un jeu auquel j'ai rejoué, auquel j'avais déjà joué dans un événement, on avait joué dans un événement, c'est Natera. Oui. Natera qui est encore en campagne de financement Kickstarter. Donc sur la plateforme Kickstarter, le Let Pledge est encore ouvert. Donc on y a rejoué, j'y ai rejoué, et c'est pas pour rien si j'y ai rejoué, c'est que c'est un jeu qu'on a adoré. Donc il est encore en campagne de financement. En plus, sont deux auteurs québécois, Hugo et Eric. Donc dans la francophonie, là, si vous voulez encourager les jeux des francophones, allez backer ça, vous ne le regretterez pas. Je suis sûr que c'est un jeu qui va faire un carton quand il va sortir, ce jeu-là. Donc, c'était pour l'aparté. Sinon, on avait dans une petite déception, je pense, pendant le jab. Ouais. Mais toi, tu as eu celle-là. Moi, j'en ai eu un autre titre, mais vas-y, tu peux la partager. En fait, j'avais tellement hâte. C'est un jeu auquel on avait joué dans un événement déjà, puis c'est un jeu à identité cachée. On avait eu une fin épique, vraiment. On avait vraiment adoré. C'est The Thing. Thing, avec la langue qui dépasse. Pas Thing. Thing. La chose. La chose. Donc issu du film de John Carpenter. Ça a été bordélique. C'est le mot bordélique, cette partie-là. Je pense qu'on n'était pas dans les dispositions pour jouer. On a commencé tard, alors qu'on devait commencer plus tôt. Les gens, je pense que tout le monde était fatigué un petit peu. Hein. C'était la deuxième soirée. On avait plus ou moins veillé tard, surtout toi la veille. Et puis... non, la personne qui jouait la chose faisait semblant de ne pas trop comprendre le jeu pour essayer d'éviter les soupçons sur elle. Donc, parlait beaucoup, posait énormément de questions sur des points de règle qu'on avait déjà répétés plusieurs fois. Ça devenait lourd. Les gens faisaient les actions, mais dans le mauvais ordre, ça marchait plus. C'était chaotique. J'ai détesté la partie. Toi, tu as quand même tenu jusqu'à 1h, 1h30 du matin. Ah oui, puis là, je t'ai dit, je n'étais plus capable. À un moment donné, j'ai dit, Vincent, tu dors. Hein? Et puis, je crois qu'on a fini à 2h, on n'a même pas fini la partie, c'était vraiment pénible. Mais je pense que, comme on disait, un peu comme tout ce qui est identité cachée, comme le Kraken, je pense qu'il faut bien sélectionner son groupe. Pas parce que les gens sont pas corrects, c'est plus que des fois, il peut y avoir des longueurs. Des gens des fois, qui peuvent prendre trop de place sans faire par exprès. Il y a des gens qui sont plus en recul. Fait que, des fois, il peut y avoir des longueurs. On l'a vu à The Things. Fait que, en même temps, c'est pas des jeux qui sont faits pour tout le monde. Il y en a gros qui n'aiment pas ça. Nous, ça dépend lesquels. Moi, The Things, mettons, je rejouerais, mais pas dans les mêmes dispositions. Pas dans les mêmes circonstances. Ceux qu'à 10h le soir, après s'être couché à 4h30 du matin la veille, ça marche plus. C'était pas nécessairement l'idéal. Puis tu vois, moi, de mon côté, la petite déception que j'ai eue, c'est avec Shackleton Base. Oui, on essaie Shackleton Base. Les règles sont quand même assez fastidieuses. Et le jeu il est quand même très bon. Je pense que les temps de latence sont vraiment très, très longs entre les joueurs. Il y a tellement d'actions à faire qu'il faut que tu réfléchisses à tes actions. Ça peut être un petit peu paralysis par moment. Si tu veux réfléchir à l'action optimale que tu peux faire à chaque tour, ça n'en finit plus. C'est ça. Je pense que ça m'a rebuté un peu. Ça n'enlève pas le fait que c'est un excellent jeu de combo de points et tout ça. Je le resserrais, mais peut-être pas à son maximum de joueurs. Peut-être à 2 ou 3 joueurs. Peut-être à 2 ou 3 joueurs, parce que les temps de latence sont vraiment trop longs. Puis comme tu disais, quelqu'un qui veut vraiment analyser toutes les possibilités, oublie ça. Là, il y en a tellement. On n'a pas fini. Là, fait que c'était ma seule petite déception là, par rapport au jeu qu'on a joué. Mais sinon, on a hâte de ça. Très, très bel événement. On voulait profiter pour remercier Fanny et toute son organisation parce que veut 2 pouces bleus. On va être de retour l'année prochaine, c'est sûr. Mais tout ça pour dire que c'est des gens qui mettent beaucoup de temps, beaucoup de bénévolat là-dedans. Bref, une très belle organisation, approuvée par le temps d'un jeu.
Donc, je pense qu'on serait rendu à faire le tirage. Oui. Le tirage du vainqueur du début avril, en fait, on avait fait une... Oui, FinSpan qu'on avait présenté, qu'on fait tirer aujourd'hui. Donc, on vous rappelle là, que les jeux qu'on fait tirer là, à chaque mois sont une gracieuseté de François avec la boutique Somerset et Café Chat, que tous les jeux qu'on a fait tirer sont disponibles soit en ligne ou directement à la boutique. Fait que si vous êtes curieux de voir la boutique, présentez-vous à Place Civile. François, ça va vous faire un plaisir de vous recevoir. Et restez des nôtres parce qu'à la fin de la vidéo, on vous présente aussi l'interview avec Fanny, qui était la responsable du JAB cette fin de semaine. La grande prêtresse du JAB, vous en saurez un petit peu plus sur l'organisation et sur certaines choses que vous apprendrez sûrement. Donc, le gagnant pour le jeu FinSpan est... Roulement de tambour. Et félicitations à Sarah Brunet. Donc Sarah, félicitations pour avoir gagné le jeu FinSpan. Si tu veux bien nous contacter à l'adresse courriel qui est en dessous de la vidéo, ça va faire plaisir à François de la boutique Somerset Boutique et Café Chat de t'envoyer ton jeu. Félicitations encore. Restez des noms parce que la semaine prochaine, on vous présente un jeu qui n'est pas encore sorti en magasin. Donc, soyez des noms pour qu'on vous présente cette petite surprise-là. Et on vous laisse en fait sur l'interview de Fanny qui va vous expliquer en fait grosso modo le JAB. Pas grosso modo, en détail ce que c'est le JAB. Donc, merci encore Fanny d'avoir pris de ton temps pendant le JAB pour réaliser cette interview. Ça a été vraiment très apprécié. Merci. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut. Fanny, merci beaucoup de prendre de ton temps ici au JAB parce que je sais que ton agenda est overbooké. Donc, merci beaucoup. Merci. Donc, on y va, c'est parti. J'ai pas fait beaucoup d'interviews dans ma vie, donc on va y aller. Tu vas voir, ça va tellement être le fun. Bon, j'ai pas de doute là-dessus. Alors, d'abord, le JAB au Québec, c'est quand même très connu. Pour les gens qui connaissent pas le JAB, et peut-être les gens qui vont nous regarder outre-Atlantique, qu'est-ce que c'est le JAB? Le JAB, en fait, c'est un acronyme en lien avec les Jeux au bout. L'événement, quand on l'a créé, se passait dans une base de plein air qui s'appelait le camp Bout-en-Train. Et on avait fait on avait appelé l'événement les Jeux au bout et c'est devenu avec le temps les JAB. Donc ça, c'est le terme que les gens utilisent à tous les jours. Et les Jeux au bout, les JAB, c'est quoi? C'est un événement qui a débuté il y a 20 ans maintenant et qui était au départ un petit événement de joueurs qui rassemblait des joueurs du vendredi soir au dimanche. La première édition, on a eu 22 joueurs. Maintenant, l'événement se déroule sur 2 semaines. Donc, du mercredi au dimanche, une première semaine. Lundi, mardi, c'est fermé. Et le séjour B, la deuxième semaine, c'est aussi du mercredi au dimanche. Et on accueille pour chacun de ces séjours-là, on accueille 300 personnes en moyenne, un petit peu plus, un petit peu moins, tout dépend des années. Mais mettons 300 personnes qui viennent sur place, qui viennent jouer, qui viennent découvrir, qui viennent créer des liens avec d'autres joueurs dans une ambiance qui est vraiment, on est dans une base de plein air, donc en pleine forêt. C'est maintenant les camps REP qui sont ici, qui sont propriétaires, puis on est sur une base de plein air vraiment magnifique avec un superbe paysage, puis plein de bonnes personnes avec qui s'amuser. Excellent, merci. Donc, pour créer un événement comme ça, il faut déjà être à la base fan de jeux de société. Oui. Donc, toi, comment t'en es venu aux jeux de société? C'est dans ma jeunesse. Je me souviens encore, à Noël, je demandais à l'époque, je suis né en 1971, donc mettons fin des années 70-80. J'avais des jeux qui n'étaient pas les classiques qu'on connaît, les Monopoly et tout ça, mais je demandais des jeux, je me souviens d'un jeu, c'était des Milton Bradley et tout ça, les compagnies. Les Scotland Yard, je me souviens de Baron au pouvoir que j'avais aussi à la maison. J'avais un jeu sur le triangle des Bermudes, ces choses-là. Puis que tranquillement, j'essayais des jeux qui étaient différents. J'ai un ami qui est encore là aujourd'hui, qui vient au JAB, qu'on s'est connu à notre adolescence, avec qui on jouait à d'autres jeux, Globetrotter. On a connu par la suite Axis and Allies, Full Metal Planet, tranquillement. Ensuite, j'ai organisé par moi-même
j'ai connu le jeu Formule D, donc jeu de course, et j'organisais des soupers thématiques avec des amis où on se faisait une saison complète de Formule D. Et ben par la suite, j'ai participé à un premier événement qui était à la base de plein air Les Cèdres, dans l'ouest de Montréal. Et quand j'ai vu ça, ben moi, je travaillais au Camp Boute-en-Train ici à l'époque. Quand j'ai vu ça là-bas, que j'ai participé, j'ai dit, OK, il faut que je ramène ça à la base de plein air où je suis, il faut que je fasse un événement du genre. Et c'est de là que j'ai rentré dans le monde du jeu de société, que j'ai appris à découvrir d'autres jeux, puis à évoluer à travers ça dans le monde du jeu. OK, parfait, merci. Donc, l'idée du Jab t'est venue de ta passion pour les jeux de société, finalement? Ouais. OK. Ouais, complètement. Ça a été quoi les évolutions majeures du Jab? Donc, tu as commencé, tu disais qu'il y avait 22 joueurs au départ, la première édition. C'est ça, si je me trompe, Ouais, j'ai bien compris? Oui, exactement. Et puis, ça a été quoi les évolutions majeures donc, de l'événement? Les évolutions majeures, ça a été justement l'événement qui est parti à la première édition à 22 joueurs dans un petit laps de temps. Dans les 3-4 premières années, à monter à 100 joueurs, 110, je me souviens encore que on avait des collègues puisque l'équipe a changé au cours des années. Des gens qui viennent encore, qui étaient de mes anciens partenaires de l'événement, qui sont encore là, qui viennent même jouer. Mais l'équipe organisatrice, puis à un moment donné, il y a quelqu'un dans l'équipe d'organisation qui a dit « Hey, je pense qu'on pourrait ouvrir le jeudi soir, pas le jeudi soir, mais le vendredi matin, au lieu du vendredi soir. » Je dis « Mais non, mais je dis là, les gens vont pas prendre congé un vendredi pour venir jouer à des jeux. » Il dit « Mais moi, je pense que oui. » Puis il avait raison. Parce qu'on a rempli pas mal notre vendredi. Mais là, on s'est dit, tant qu'à faire le vendredi, là, je parle, mettons, 4 ans plus tard, tant qu'à faire ça le vendredi matin jusqu'au dimanche, ben, vu que les gens descendent le vendredi, ils seraient sûrement prêts à venir le jeudi soir. Donc là, on a ouvert à partir du jeudi soir et tranquillement, au cours des années, ben là, on a dit, ben, pourquoi pas le jeudi matin? Pourquoi pas le mercredi soir? Et pourquoi pas le mercredi matin? À partir du moment où c'est tombé à 5 jours, ça a été une grosse évolution. Le nombre de joueurs a été une grosse évolution et les partenariats qu'on a créés en cours de route, ça a été une grosse évolution. Au départ, c'est l'équipe qui organisait les tournois, le rigodon des jeux, parce qu'il y a plein d'événements en marge de juste la base de on joue des jeux de société. Oui, il y a des tournois, mais on a une soirée loup-garou, on a le rigodon des jeux, en tout cas, il y a plein d'autres choses. Et ben, c'est nous qui les organisait. Puis ben là, avec le temps, on a des gens qui ont dit « OK, go! » On n'avait plus le temps de s'en occuper. Il y a des partenaires, des commanditaires qui ont embarqué puis qui ont créé des choses, qui ont créé des événements à travers ça. Puis ben, ça a été ça, les grosses évolutions des jeux au bout. Parfait. Puis ça te prend combien de personnes pour organiser puis faire rouler un événement comme ça? On est deux depuis 3 ans maintenant. Les Jeux au bout est devenu une compagnie. Donc, on est 2 propriétaires, mais on est 4 dans l'équipe d'organisation, sans qui ça pourrait pas fonctionner. Donc, il y a Jonathan, qui est mon partenaire dans la compagnie, et il y a Carole et Steve qui sont avec nous dans l'organisation. Donc, on est 4, mais à travers ça, il y a plein de gens. Je pense entre autres à Bob et Alex qui font le rigodon. Je parlais tantôt des loups-garous, c'est Gilles depuis des années qui fait les loups-garous. Donc, il y a des gens qui se sont greffés. La zone Azendar, Pierre Poisson-Marquis qui s'occupe d'une salle où il fait venir des jeux de partout. Donc, les gens se sont greffés à nous. Donc, je dirais, à l'organisation, c'est 4 personnes, mais avec les partenaires qu'on a besoin, des gens qui viennent nous aider, nos acolytes, on se ramasse peut-être à une dizaine de personnes là, pour l'événement. Très bien. J'allais te demander justement qui c'étaient les partenaires du Jab. Donc, ouais. Il y a la boutique L'Entrejeu qui est ici. La boutique L'Entrejeu. Donc là, ben, si on parle, on a des partenaires, on a des commanditaires. Parce que les commanditaires sont là, oui, on leur laisse, ils ont leur salon, ils viennent faire découvrir leurs nouveautés, leurs primeurs et tout ça. Ils fournissent aussi des jeux en commandite. Tous les jeux, nous, dans le partenariat qu'on a avec eux, c'est dire vous fournissez des jeux qu'on va faire tirer le samedi. Donc ça, c'est des commanditaires qui sont là. Donc on a L'Entrejeu, on a Asmodée qui sont sur place, on a le Randolph qui est très connu au Québec, qui est un pub ludique. On a Pierre Belvédère qui sont là cette année, qui est un distributeur ici au Québec. On a depuis notre
partenaire des premières années, ILO, qui est aussi un distributeur ici au Québec. Maintenant, depuis l'an dernier, on a La Revanche, qui est un de nos commanditaires officiels aussi, qui fait les quiz les samedis soirs, parce qu'on a des soirées quiz à la cafétéria. Donc, ce sont nos commanditaires. Et à travers ça, ben, il y a des partenaires qui sont là, qui vont nous donner un coup de main dans la publicité, de faire connaître l'événement, que ce soit Jeux de société Québec. Donc, on a plein de partenaires, des gens comme toi avec le temps d'un jeu qui viennent, qui vont faire des entrevues. Donc, nous, on les voit comme des partenaires parce que c'est un donnant-donnant. Donc, c'est un peu ça, là, les gens qui sont dans notre entourage. Parfait, merci. Selon toi, je sais que c'est pas forcément, ça va dépendre du ressenti de chacun, mais c'est quoi les points d'intérêt incontournables au Jab? C'est quoi qu'il faut absolument faire, à part jouer entre amis, là, mais c'est quoi qu'il faut découvrir ici? Je vais tenter de répondre, mais comme si j'étais une participante au Jab, parce que j'entends beaucoup les gens. Je dois avouer qu'il y a des choses qui sont devenues des classiques. Tout ce que je disais tantôt, et ben d'ailleurs, c'est un hasard. Cette année, on a fait faire des collants. Donc, je te dirais que les incontournables sont d'ailleurs sur la bouteille que vous voyez là. On a des autocollants en lien avec tout. Prendre des choses, là, cette année, sur toute la formule à charger. On essaie toujours de donner des noms un peu humoristiques ou qui ont un lien. Donc, le bazar, mais qui est le Jab Bazar. Donc, cette année, on a changé la formule. Puis, d'année en année, c'est au-delà de 1000 jeux qu'on retrouve sur place. Et les gens veulent venir au Jab Bazar. Avant, on ouvrait pour une période de 3 heures. Il y avait une lignée, elle avait un line-up pour venir au Jab Bazar. Cette année, c'est ouvert tout le temps de l'accueil. Donc, c'est un peu comme une boutique. C'est des jeux usagés. Les gens amènent leurs jeux, mettent des petites étiquettes dessus. Nous, on s'occupe de les vendre. On récupère 2 $ par jeu vendu qu'on va utiliser pour racheter des jeux pour la ludothèque des jeux au bout, parce qu'on prête nos jeux aussi. Puis, la zone à Zandar est devenue un classique, donc un incontournable. Moi, je dirais qu'ils sont là. Puis, ce que je dis là, c'est que c'est les gens. Exemple, les loups-garous qui sont avec Gilles. J'ai des gens qui, depuis les tout débuts, est-ce que les loups-garous sont là cette année? Oui. Là, encore ce matin, est-ce que la feuille des loups-garous, les inscriptions sont là parce que je veux participer à la soirée loups-garous? Chose qu'on pensait avec le temps que ça va se démoder, loups-garous. Mais non, c'est une partie épique. Il y a au-delà d'une vingtaine de joueurs. Ça dure 2-3 heures. J'ai déjà vu des parties épiques de 4 heures où tout le monde reste sur place parce que tout le monde veut savoir qui sont les loups et tout ça. Le rigodon des jeux qu'on a créé il y a plusieurs années. Le rigodon des jeux, c'est vraiment ça aussi, c'est un incontournable. On se les fait demander. Ils vont être pressés demain matin. C'est 4 jeux, 4 équipes, des équipes de 4. Chaque joueur qui représente ton équipe s'en va dans une équipe à un jeu. Les jeux sont expliqués, c'est des petits jeux courts. Et là, les gens vont commencer leur partie. Et lorsqu'il va y avoir une musique de rigodon, donc les hommes à gauche, les femmes à droite, ce qu'on connaît très bien au Québec comme musique de rigodon, ben les joueurs vont changer de place et ils vont prendre le jeu de leur partenaire pour continuer la partie, mais dans un autre jeu. Ils vont faire le tour comme ça des jeux et on fait le total des points et on a un trophée qu'on remet. L'année passée, dernière chose qui est arrivée puis qui est devenue un classique, c'est déjà un classique à sa 2e année, c'est le Jabecue. Donc, c'est un immense barbecue qu'on fait dehors, à l'extérieur. C'est pas chaud, mais on a des feux extérieurs, on est sur le bord du lac, on met de la musique. C'est avec le Pignon Vert à Saint-Ligory qui nous fournit des viandes. On a des burgers, des hot dogs. Et vient s'ajouter cette année à quelque chose qui va peut-être devenir un classique, un incontournable, comme tu disais. C'est les feux au bout. On l'a créé cette année, donc on va même avoir des feux d'artifice. Ça permet juste de dégager un peu, de dire hey, on va aller prendre l'air, on a joué toute la journée, on était assis, tout ça, on va aller entre amis, on va aller sur le bord du feu, manger, regarder des feux d'artifice. Ça dure quelques minutes, mais on c'est là pour s'amuser. Super. Un souvenir d'un moment loufoque qui s'est passé au Jab dans toutes ces années? Ah, ben il y a plein de choses qui vont. Ben, les moments loufoques, je pense dans les meilleurs souvenirs de moments loufoques, si je parlais tantôt de la zone à Zandar, qui est un de nos partenaires, Pierre, qui est un collectionneur de jeux et tout ça, et un connaisseur de jeux. Il fait venir des jeux de l'Europe et tout ça. Et il y a quelques années, là, depuis, ça l'a cessé avant la pandémie, mais pendant plusieurs années, c'est Pierre qui animait les quiz le samedi soir. Et c'était devenu, on parlait de classique tantôt, c'était devenu un classique. Et des moments à en rire, à en pleurer, des moments loufoques, parce que Pierre ne savait jamais, en fait, mais à chaque fois qu'il venait faire le quiz,
il savait quelques minutes avant le quiz comment on était pour le déguiser. Donc, il était toujours déguisé. Mais nous, on trouvait toujours les déguisements les plus abracadabrants qui pouvaient arriver, là. Et lui, à un point tel, il paniquait avant. Il dit, voyons, qu'est-ce que vous allez me mettre? Fait que là, on attendait, les gens étaient dans la cafétéria. Il y avait 200, 300 personnes qui attendaient ce moment-là où moi, j'annonçais le grand Xandar, qui est son nickname, donc son avatar. Et c'était le quiz de Xandar. Et là, il sortait à l'arrière. Et lui, dans les minutes précédentes, il avait été déguisé. Donc, on l'a eu en Elvis, on l'a eu en vache, on l'a eu en professeur fou. Et là, ben, les gens prenaient des photos, on riait, on l'a eu en bûcheron sexy. Puis, il animait son quiz tout le long comme ça. Il embarquait dans le jeu. Il s'amusait, mais ça le stressait à chaque fois. Puis pour nous autres, c'était vraiment un moment qu'on s'amusait. Puis très, très loufoque. Merci. Comment tu vois le jab dans 5 ans? Je ne sais pas. Tu sais, quand je l'ai parti il y a 20 ans, je me souviens, les premières années, je voyais qu'il y avait de la demande puis que les gens, ils pouvaient avoir plus de monde. Dans l'équipe, il y avait des gens qui voulaient garder ça petit, 100 joueurs environ. Moi, je me disais, ben, si on est capable d'accueillir 200 joueurs, pourquoi pas? Le travail n'est pas plus complexe. L'organisation est déjà là. Ça montait à 200, 300. Puis qu'à ce moment-là, dans les débuts, j'avais une vision. J'étais avec Julie, ma collègue là-dedans, puis on avait une vision de, ben oui, on va grossir, puis on va le gérer avec une équipe, puis on va être capable de le gérer. J'ai fait ça toute ma vie, d'organiser des événements, puis que oui, j'avais une vision d'avenir, je savais où je voulais aller dans... Là, je vais être franche, je ne sais pas. On sait que le monde ludique, présentement, il y a comme une petite crise, hein? C'est plus difficile pour les boutiques, c'est plus difficile pour, on le voit depuis quelques jours déjà, pour les éditeurs de jeux et tout ça, avec, bon, les tarifs puis tout ce qui se passe à travers le monde. Est-ce que les jabs vont être portés à changer? Est-ce que ça va revenir plus à une base éventuellement? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'on va continuer à le faire grossir? Je ne sais pas. Puis je veux pas me mettre cette pression-là. On y va d'année en année. À chaque fois qu'on termine une édition avec l'équipe, donc avec les 4, on se fait une petite réunion post-événement. On met les choses, on regarde qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été, on regarde qu'est-ce qui se passe pour l'année prochaine, parce qu'il faut réserver assez vite et confirmer les dates assez rapidement. Je souhaite que cet événement-là puisse durer le plus longtemps possible parce que les gens aiment ça, je pense. En tout cas, je pense qu'avec les commentaires qu'on a à chaque fois, les gens apprécient beaucoup l'événement. On fait de notre mieux. Il faut pas oublier qu'on est tous des gens qui travaillent dans le comité organisateur. On a un travail à temps plein. Et on organise ça qui prend quand même 2 semaines de notre vie tous les jours. Jonathan est papa de jeunes enfants. Moi, ils sont un petit peu plus vieux. Ils viennent donner un coup de main. Mais on a tous quelque chose dans notre vie autre que je ne sais pas où ça va mener. Mais on souhaite juste que, peu importe la forme que ça va prendre, on souhaite juste que ça puisse durer plusieurs années. OK. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux garder ça secret ou est-ce que tu aurais des primeurs à nous dévoiler pour une prochaine édition ou quelque chose, un événement qui pourrait se passer? Ben là, on sait à peu près comment ça va se dérouler cette année. Ouais. Pour les prochaines éditions, on a toujours, en fait, comme là, je suis à l'édition, j'ai mon cellulaire, puis j'ai mon petit carnet de notes, et je me prends, oups, des fois, il y a des flashs. Souvent, ça vient même des participants. Hey, ça serait cool. Puis là, on se dit, ouais, OK, de quelle façon on pourrait l'apporter? On essaie toujours d'innover à chaque année avec une petite nouveauté, un petit quelque chose de spécial. Si on n'a rien, on veut pas se mettre cette pression-là, on essaie toujours. C'est comme cette année, si on avait fait l'entrevue l'an dernier, je t'aurais dit, ouais, on a une idée là, pour des feux d'artifice sur le lac pendant le JABQ. L'autre année d'avant, on aurait parlé du JABQ. Là, il y a une participante qui est arrivée. Je ne veux pas aller dans le détail parce que je ne sais pas encore. On n'a pas discuté en équipe. Mais j'ai trouvé l'idée, les gens, quand ils arrivent souvent, les gens qui sont seuls, qui cherchent des joueurs, il y a certains événements qui vont mettre des ballons pour dire hey, on cherche des joueurs à notre table, on veut du monde. On l'a déjà fait dans les débuts. Ça fonctionnait plus ou moins bien. Mais là, il y a quelqu'un qui a dit hey, y aurait-tu moyen qu'il y ait une salle, une petite salle, quelque chose, où il y aurait, appelons ça la salle des esselés, là, donc des gens qui sont un peu plus timides ou qui disent hey, moi, j'aime ça jouer, j'ai pas de joueurs par chez nous, là, je peux aller dans un événement pour jouer, où là, tous les gens savent que s'ils s'en vont dans cette salle-là, qu'ils cherchent d'autres joueurs,
puis ils sont prêts à jouer avec d'autres personnes et apprendre à faire connaissance. Et j'ai trouvé l'idée vraiment pas folle. Fait que c'est sûr que moi, je vais apporter ça lors de nos prochaines réunions. Est-ce qu'éventuellement, l'année prochaine, j'aime beaucoup l'idée, est-ce qu'on aura une salle de ce genre-là où, exemple, l'avant-midi, à tous les avant-midi, les gens peuvent se réunir là. Moi, j'ai pas d'autres joueurs. Et ça permet dès le départ, mettons le mercredi puis le jeudi et le vendredi avant-midi, admettons, dès le départ, de créer des liens avec des gens et qui vont devenir tes amis, tes partenaires de jeu. Qui sait, moi, il y a beaucoup de gens avec qui je joue maintenant, que j'ai connus au jeu au bout il y a 18 ans, puis que je vois encore aujourd'hui, puis qu'on va se faire des soirées de jeu. Donc, ça serait une idée. Disons que ça me trotte dans la tête, puis ça serait pas surprenant que l'année prochaine, on le voit sur le sort. Merci. Des questions un petit peu plus, je veux dire, personnelles, sans indiscrétion, mais toi, tu es plutôt team Eurogame ou Ameritrash? Eurogame, mais une fois de temps en temps, je déteste. Mais ouais, si tu me dis, faut que je fasse un choix, Eurogame. Oui. Un jeu auquel tu pourrais jouer 100 fois de suite sans te lasser? J'en ai quelques-uns. C'est pas les jeux les plus complexes. Il y a beaucoup de jeux que j'aime vraiment. OK, je vais en nommer deux. Un qui est plus familial et plus léger, que j'adore à chaque fois, puisque ça fait partie de moi, c'est l'imagination, c'est les fourrés, c'est d'essayer de trouver la bonne idée qui est tellement pas complexe, mais que j'adore, c'est Dixit, qui pour moi est un classique depuis des années, que je peux offrir à autant mes élèves à l'école que je vais sortir une boîte puis on va jouer ensemble, autant avec des amis, mes parents, ces choses-là. Si on rentre dans, puis là, je ne vais pas dire complexe, j'aime beaucoup les jeux d'enchères. Et moi, un jeu qui est un classique, d'ailleurs, je me fais, la semaine prochaine, je devrais être capable d'y jouer. On a toujours un petit groupe ici, depuis quelques années, on se fait au moins une partie par jab. C'est Ra, de M. Knizia, donc jeu d'enchères que j'adore. C'est mon type de jeu, pas trop lourd. On a des choix déchirants à faire et tout ça. Puis ce jeu-là, oui, je pourrais le jouer 4-5 fois durant le week-end et ça me dérangerait pas du tout. OK. Et quand tu joues, est-ce que tu gagnes souvent ou tu fais semblant de perdre pour faire plaisir au monde? Ah, je suis très mauvaise. Quand je perds, je vire la table à l'envers. J'ai pas d'amis. Non, pour de vrai, non, je suis pas super bonne au jeu. Je me débrouille bien, là, mais je suis dans la moyenne. Parce que je perds, la moitié des fois, je perds, la moitié des fois, je peux gagner. Non, j'ai des joueurs autour de moi qui sont tellement plus sacoches que moi. Puis, je dois avouer que je suis une joueuse, j'aime quand il y a du challenge. Autant, je suis pas une mauvaise perdante, loin de là. Quand, mettons, un jeu, je pense qu'il va bien, puis qu'en fin de compte, je me rends compte que c'était pourri, ou des jeux où tu subis le jeu puis tu peux pas rien faire. Là, ça, j'ai un peu moins de plaisir. Puis souvent, on me dit que mon non-verbal parlait dans une partie. Dans le sens que, comme je dis, je suis pas une mauvaise perdante, sauf que si un jeu que j'aime pas, ces choses-là, semble-t-il que moi qui est très extraverti, Fanny va être plus comme ça, elle va écouter le jeu, elle va regarder ce qui se passe, elle parlera pas, et on me l'a souvent fait remarquer. Fait que ça, c'est pour... Puis sinon, j'aime avoir du challenge. Pour de vrai, quand il y a des jeux où, que ça soit moi ou n'importe qui d'autre est trop à l'avance, mais surtout moi, ah non, j'aime ça quand il y a une belle course pour les points à la fin. Ouais. OK. Dernière question. Est-ce qu'il y a un jeu que tu refuses de sortir avec tes amis ou en famille, et pourquoi? Non, jamais. Jamais, parce que tous les jeux que je garde dans ma petite collection personnelle, justement, j'ai épuré ma collection avec le temps. C'est tous des jeux que je pourrais sortir n'importe quand. Oui, il y a des jeux que j'ai vendus. Un jeu qui est dans ma ludothèque depuis 1 an, que je regarde, puis je dis, si on me dit demain, on y joue dessus, puis je fais, ouf, ça me donne rien de le garder. J'ai beaucoup de jeux que j'ai dans ma ludothèque que j'ai pas joué depuis 1 an, 2 ans, mais qu'on me dirait demain. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, on a sorti un jeu qui, pour moi, je l'adore, j'aime ce jeu-là. On a sorti Amerigo de Stephen Feld. Ça faisait longtemps que j'y avais joué. On l'a sorti hier soir. J'ai eu tellement de plaisir à y jouer. Ça faisait longtemps que j'y avais joué. Alors, tout ce que je garde dans ma ludothèque ou que je vais avoir là, si je les ai, je les sortirai n'importe quand. Je veux juste trouver le bon public pour pouvoir y jouer parce que nécessairement, c'est pas tous les jeux qui font à tout le monde. Super. Eh bien, merci Fanny. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps encore une fois pour répondre à ces quelques questions. J'espère que
pour le monde, ça va éclairer un petit peu sur ce que c'est le jab pour ceux qui connaissent pas, et puis d'avoir donné quelques précisions. Moi-même, il y a des choses que je savais pas aussi, donc on peut pas tout savoir. Donc, merci infiniment. Ben, merci à toi, Yannick. Je vais repartir, je suis super occupé. Ah, d'ailleurs, mon téléphone. Oui, 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 je vais investir. Oui, c'est bon. Au revoir.